Bonjour à toutes et à tous. Pour le deuxième numéro de la série d'hommage à Franck Etienne, nous poursuivons avec d'autres voix. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Thomas Spear. Il est professeur émérite de la City University of New York et le fondateur du site Ilanil. Vous écouterez durant cet épisode le témoignage de Nicolas Noé, doctorant en études françaises et francophones à l'Université d'Indiana. Il y a également le témoignage de Ulysse Mentor, docteur en littérature française, francophone et comparée de l'Université Paris 8, et Stéphana Dorval, romancière, auteur du livre Port-au-Prince, Mon brasier de ville, nous raconte son unique rencontre avec ce génie haïtien. Terre des érudits est un podcast initié par l'Institut français en Haïti pour promouvoir la parole, le savoir et les imaginaires. À tout de suite. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Thomas Spear. Bonjour Marc Sonnet. Franck Etienne est mort le 20 février dernier à Port-au-Prince. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec lui et comment ça a été? En fait, il y a eu tellement de rencontres, mais la première était assez rapide parce que c'était peut-être la première sortie de lui en Europe. C'était en 1992 à Strasbourg. Et je sais que je devais prendre le train et c'était en public. C'était un contexte d'une colloque Conseil international d'études francophones et c'était une présentation linguiste d'une certaine manière. Donc, ma première rencontre était un peu l'écrivain avec ce qu'il faisait avec la langue. Et je dois dire à Marie-André aussi, la femme de Franck, que j'ai fini par retrouver la dédicace de ce livre, épuisé depuis longtemps, les affres d'un défi de l'époque. Mais sinon, il est venu à CUNY en 99. C'était la première année dans notre nouvel immeuble de programme de doctorat. Et il est revenu à New York à plusieurs reprises et moi, je l'ai vu souvent à Port-au-Prince et à Brooklyn et à New York. Donc, première rencontre, c'était peut-être moins importante que les rencontres qui ont suivi quand je l'ai connu beaucoup plus personnellement. Oui, et puis Franck Etienne, c'est une somme de personnages, peintre, comédien, chanteur, poète, dramaturge, romancier. Comment décririez-vous l'homme derrière l'écrivain et l'artiste? L'homme et l'écrivain, et puis l'artiste, comme vous dites, c'est un peu difficile. Il y a l'homme rencontré à tellement d'occasions qui est un âme totale, c'est-à-dire c'est un phénomène. On dit toujours c'est un âme sui generis. Je pense que Franck Etienne a toujours bien représenté le pays, le chaos d'Haïti, le génie d'Haïti, la folie créatrice. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'on lui doit. Là, c'était plutôt une question sur l'homme et l'écrivain. Euh, L'écrivain, c'est un peu la folie. Je pense qu'à un moment donné, il a dit que ses livres sont 100% illisibles. C'est-à-dire, euh, il a créé quelque chose avec la langue française. Il a une inventivité de la langue. Ça, c'est l'écrivain. Et pour moi aussi, j'ai découvert d'abord la langue parce que j'ai fait une thèse sur Céline. J'aime beaucoup les gens qui jouent avec la langue française, qui maîtrisent la langue comme ils maîtrisent parfaitement la langue créole, la langue française. Et il disait comment il massacrait cette langue. Et je trouvais toujours cette richesse-là, ce qui m'a attiré d'abord chez lui. Et je sais que c'était l'année du bicentenaire d'Haïti. Il y avait l'exposition au musée d'art haïtien au Collège Saint-Pierre, là, sur le Champ de Mars, avec des super grands tableaux de Franck Etienne. Et c'était l'année de tous les troubles politiques, euh, les inondations au Gonaïves et tout autour du bicentenaire. Mais je crois que c'était la première fois où j'ai pu apprécier le peintre aussi. Donc,
je sais pas, l'âme, c'est le phénomène qu'on rencontre, que ce soit dans un endroit public, quand il est en spectacle, quand il récite, quand il intervient, ou sinon privé, quand on va dans, chez lui, c'est-à-dire Delma 31, le portail rouge, je crois que c'est une sorte de, on va chez l'oracle, on s'amuse, il y a toujours Marie-André, très calme, et Franck qui est là dans son atelier. Je crois que c'est ça aussi, c'est l'homme. Moi, j'ai bien connu l'homme dans son petit espace d'écriture avec les feuilles arrangées par terre, avec les collages de textes et puis les tableaux partout. Donc, c'est l'homme, c'est autre chose que, bon, enfin, c'est tout. C'est la création qu'on voit chez lui, qu'on voit produit. Il n'arrivait pas il passait, je sais pas, 6 heures par jour à écrire et 6 heures à peindre et à parler. Il ne s'arrêtait pas. C'était un homme création. Je vois. Et vous ne voyez pas avec moi. Pourquoi vous ne voyez pas avec moi les étoiles? Les étoiles qui tourbillonnent en faisant des virons et des tonalitos jusqu'au sommet du sémaphore. Moi je vois les étoiles, je continue de voir. Je vois tout ce qui se passe. J'entends tout ce qui se passe. Je sens tout ce qui se passe. Et je devine tout ce qui se passe. Et je dis tout ce qui se passe. Apprenez avec moi à dire tout ce qui se passe. La voix, la gorge, la bouche, la langue dans l'art de dire tout ce qui se passe. Et surtout les poumons. Surtout les poumons. Dans l'art de dire ce qui se passe et l'intensité du souffle. La rage du cri, la conscience du refus. Voilà ce dont nous avons besoin chez nous, là-bas, ici, partout. Je crois que ce qui m'a poussé à travailler sur Franck Etienne, c'est d'abord un choc. Un choc, disons, littéraire, linguistique, et même presque visuel. Quand je l'ai lu pour la première fois, si je me rappelle bien, c'était avec L'Oiseau schizophone, et j'ai vraiment eu l'impression d'entrer dans un texte, disons, vivant, fiévreux, qui déborde de toutes parts. En somme, un texte qui ne se laisse ni résumer ni apprivoiser. Et ça, pour moi, en tant que chercheur, c'est fondamental, parce que je suis attiré par les écritures qui résistent, qui ne se contentent pas de dire le monde, mais qui le transforment et qui le font autrement. Et donc, en un sens, Franck Etienne, c'est aussi un geste total. Il est poète, romancier, peintre, dramaturge, sculpteur. Et donc, il pense avec le corps, avec les couleurs, avec la voix. Et précisément, à travers cette multiplicité, il incarne une forme de pensée créole qui me parle profondément, parce que c'est une pensée qui lit, qui relie, qui fait avec le chaos sans jamais le nier, sans jamais l'effacer. Et donc en somme, travailler sur lui, c'est aussi une manière d'interroger ce qu'on appelle déjà le genre littéraire, et puis la théorie littéraire, et même plus fondamentalement ce que l'on appelle le sens. Comment est-ce qu'on donne du sens? Où se situe le sens? Est-ce uniquement dans le geste du décodage, comme on le suppose souvent en Occident? Ou bien le sens peut-il aussi émerger de l'impossibilité du décodage, donc de l'obligation de regarder, de lire, d'interpréter et de recevoir un contenu différemment, que ce soit un texte, une image, une spirale, un cri. Avec Franck Etienne, donc, j'essaie de montrer qu'il existe tout un monde au-delà de ce que l'on appelle le sens, ou bien même l'absence de sens, un monde qui n'est ni surréaliste, ni abscon, et que je tente de définir à l'aide d'outils interdisciplinaires. Et j'essaie aussi de souligner qu'Haïti, loin d'être périphérique, est un centre de pensée, en tout cas dans les études caribéennes. Il y a 3 aspects de la personne et de l'œuvre de Franck Etienne que j'aimerais évoquer pour lui rendre hommage.
Le premier, c'est la capacité d'anticipation de son œuvre. Il est l'un des rares écrivains, mais pas seulement haïtiens, à avoir matérialisé cette capacité-là de la littérature, non seulement à garder des traces des événements qui ont eu lieu, mais aussi à garder des traces des événements qui n'ont pas encore lieu. C'est donc la capacité d'anticipation de l'œuvre littéraire. Et cette capacité-là, on la retrouve dans au moins 3 textes de Franck Etienne. D'abord, on peut la repérer dans Les Affres d'un défi. C'est un texte dans le dénouement duquel on voit comment ces personnages zombifiés, qui étaient sous la dépendance et brutale et de Zofer, et lorsqu'ils ont goûté le sel, ils ont saccagé le péristyle de Saint-Île, et dans un grand mouvement de révolte, ils ont mis à mort ce dernier. Et ce mouvement éruptif-là, il semble anticiper les scènes de révolte et de déchocailles qui ont eu lieu à la chute de la dictature en 1986. Ultravocal, c'est une autre œuvre qui matérialise cette dimension-là d'une œuvre littéraire, et par le fait que c'est une œuvre qui semble prédire le naufrage de tout un pays sur l'une des plus atroces dictatures des Amériques. Et un peu plus proche de nous, il y a la pièce de théâtre Mélo Vivi le piège. C'est une pièce de théâtre que Franck Etienne il a rédigée en 2009, vers la fin de l'année 2009. Cette œuvre anticipe le tragique tremblement de terre du 12 janvier 2010. Donc, ce sont des œuvres qui ont prise, non pas sur leur actualité, mais pourrait-on dire, et elles ont prise sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais qu'elles anticipent par l'écriture. Le deuxième aspect que j'aimerais évoquer, c'est le langage particulier qui participe à la constitution de la poétique de Franck Etienne. J'aime souvent répéter que Franck Etienne, c'est un indocile, c'est un insoumis, c'est un rebelle, et son œuvre porte la marque de cette indocilité-là. Il faut pas oublier que Franck Etienne, il a commencé à publier au début des années 1960, donc là où la dictature commence à vraiment montrer sa dimension sanguinaire et de violence. Donc Franck Etienne, il s'est rebellé contre la doxa de la dictature, et contre une parole simplifiée, une parole intoxiquée, pour se réfugier dans sa langue. Et ce faisant, il a tourné le dos à l'anecdotique, il a tourné le dos à la fable, à la linéarité de l'histoire pour créer ce que l'on pourrait appeler un univers littéraire fantasmagorique. Et donc, il n'a pas cherché à représenter ni à illustrer en raison de la censure qui avait eu lieu, il a plutôt cherché à créer ou à figurer une sorte d'équivalence littéraire et de la barbarie et de la violence du régime de déshumanisation et de démolition de l'humain qu'a été la dictature. C'est pour cela qu'il démolit la sémantique, qu'il désarticule la syntaxe, qu'il déstructure toutes les conventions du langage, puisque la propagande du valliériste avait perverti l'imaginaire, allant jusqu'à s'approprier les idées de l'hygiénisme qu'elle a subverti au noirisme, de sorte qu'il n'était plus possible pour un écrivain de poursuivre les idées indigénistes sans être taxé de connivence avec ce régime. Donc, contre cela, Franck Etienne a créé sa propre voix, une voix certes hermétique, mais qui lui a quand même permis de dire la violence de ce régime. Le troisième aspect concerne autant la personne que l'œuvre de Franck Etienne. C'est ce que j'appellerais paradoxalement l'accessibilité. Paradoxal parce que l'œuvre de Franck Etienne n'est pas tellement accessible. Et pourtant, lui, il a toujours vécu comme un élément du peuple. Il ne s'est jamais départi de ses racines populaires. Il aime souvent le rappeler dans ses entretiens qu'il a vécu, qu'il a grandi au Bel-Air et qu'il a travaillé, qu'il y a fondé son école. Et de même, les éléments de la culture populaire occupent une très grande place dans l'œuvre de Franck Etienne. Et c'est là la part de l'héritage de Jacques Roumet et de Jacques-Stéphane Alexis qui se matérialise dans son œuvre, que ce soit au niveau des personnages populaires, des petits gens, de l'espace rural qu'il représente, des modes de vie de la vie populaire, comme les combats de coq, les références au vaudou, l'usage des proverbes, c'est-à-dire ces phrases à double sens qui disent en ne disant pas. Bref, non seulement qu'il se vit, qu'il a vécu comme un élément issu d'un milieu populaire, mais il a fait du populaire à la fois un thème important, mais aussi un motif de sa poétique pourtant hermétique. Donc, ce sont là les 3 aspects que je voulais évoquer pour rendre un vibrant hommage à ce géant de la culture haïtienne. Ma rencontre avec Franck Etienne a eu lieu à la fin du 2e trimestre de 2022.
C'était tout de suite après ma résidence d'écriture au Centre Pen. Lors, je finissais de récolter divers témoignages et de récits sur le quartier de Bel-Air afin de dresser un portrait fidèle et nostalgique des plus anciens quartiers de Port-au-Prince. Tout cela concordait avec l'écriture de mon roman Port-au-Prince, mon brasier de ville. Puisque j'avais rencontré donc des personnages notables, des figures notables de la littérature haïtienne, des poètes, écrivains, journalistes, artisans de la plume, etc., Jean-François, connu comme Avin, avait tenu à me faire rencontrer Franck Etienne. Parce que comment parler de Bel-Air sans avoir le témoignage vivant du grand Franck? On avait aussi estimé que, comme faisant partie de la prochaine génération d'écrivains haïtiens, avec ce roman qui rendait un si bel et juste hommage à la capitale, je devais rencontrer Franck. C'est ainsi donc arrivé. L'homme humble, posé et mélancolique m'avait accueilli dans sa maison aux innombrables tableaux. Cette maison a une âme, des œuvres d'art par-ci par-là, des livres, des meubles artisanaux dans tous les coins. J'étais chez un artiste, un vrai. Ça se sentait, ça se voyait. Franck Etienne me racontait comment il allait, me parlait du dépit qu'il habite face à la tournure de la situation en Haïti. Je peux affirmer que c'est un humain. C'était un humain dans toute sa modestie qui me parlait des choses de la vie, de sa vie depuis la COVID-19 surtout. Et puis d'écrivain à écrivain, il m'avait félicité, me disant qu'il savait combien ce n'est pas facile comme voie et que c'est courageux de vouloir et de pouvoir le faire. Il m'avait répété une phrase parmi tant d'autres qui depuis fait écho en moi. La phrase, c'était « Le chemin est en toi ». Le chemin est en toi. Franck Etienne parlait de lumière, de grandeur, de cette immense puissance créatrice dont nous émergeons tous. Cette rencontre, elle m'avait fait quelque chose, un grand bien. Aussi, Franck m'avait surtout averti que les femmes ont tendance à abandonner leurs plumes après le mariage et les enfants. Donc il m'avait dit, ne laisse pas un homme, et d'ailleurs quiconque, te dévier de ta carrière en littérature. Donc, c'était ma première rencontre et la seule avec Franck Etienne et je pense que ça me marquera à vie. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu m'asseoir et parler avec lui. Après 50 ans d'écriture, de peinture et ses prises de parole inoubliables, il a fait aussi de la langue un terrain d'exploration, Thomas Pire. Qu'est-ce que l'on doit à Franck Etienne? Cette langue, mais les langues, vous parlez des 50 ans d'écriture et moi je me demandais s'il allait y avoir une édition spéciale de Désafi parce que là aussi, des personnes de langue créole moderne donne à Franck cette place de de premier roman en langue créole et je crois que c'est l'étude, peut-être il devrait y avoir une édition scientifique parce que il me semble que le créole orthographié par lui dans la première édition n'est pas forcément le créole qu'on utilise maintenant, mais ce qu'on lui doit, c'est moi je suis pas capable de le dire en créole, mais en même temps les francophones sont obligés aussi de s'y mettre parce que les mots qu'il invente, les néologismes, les onomatopées, on lui doit, si c'est pour la question linguistique, une langue riche, inventive, plein de ces néologismes, de rythmes, de onomatopées. Et je sais pas, c'est une langue très riche et je pense que parfois les gens qui ne connaissent pas du tout la langue française en dehors de l'Europe, savent pas à quel point parfois on s'ennuie quand on a des gens qui utilisent la langue d'une façon plate. Et ce n'est pas jamais, c'est jamais quelque chose qu'on voit chez lui. C'est ce qu'on lui doit aussi, cette folle lucidité, parce que 10 jours avant sa mort, il y avait l'entretien où il parle de Henri Bergson. Et en fait, il vient d'avoir une nouvelle biographie sur lui, il doit revenir à la mode. Et cette
intuition qu'il a de sentir les malheurs du monde, que ce soit politique, environnemental, euh, religieuse. Euh, je sais pas, c'est son intelligence, sa langue. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a particulièrement marqué et que vous aimeriez partager avec nous? Il y en a, je sais pas, parce que on est dans une émission pour grand public et il y a toutes sortes d'anecdotes qu'on ne pourrait pas partager parce que franchement, il y en a beaucoup avec Franck. Et il y en a beaucoup avec les étudiants. J'aimais beaucoup jouer les extraits. Il y a des anecdotes de l'enregistrement parce que l'extrait de Fukifura était dans le bureau d'une amie, une collègue, Lucienne Serrano, à Brooklyn. Et les anecdotes de ça, c'est la ridicule de ce qu'on dit, là, même dans le New York Times, la nécrologie avait dit que de temps en temps, il se met n'importe quoi à chanter une chanson en vaudou. Et c'est pas une chanson de vaudou, c'est-à-dire, il commence souvent une performance avec une invocation à l'Egba, ce qui est normal. Il y a un contexte de lui. Mais dans les anecdotes, je crois qu'une bonne, c'est une femme qui s'appelle Marie Coron, qui vient de la France, Franche-Comté, c'est la mère d'une amie, Béatrice Coron, qui est artiste, et Marie Coron, qui est morte maintenant, avait perdu sa vue. Et pour s'entretenir la tête et autres, elle se mettait à prendre par cœur des poèmes. Et pour moi, c'est une belle anecdote d'entendre une femme presque aveugle de la France réciter des textes de rap jazz de Franck Etienne. Donc, je crois que c'est une langue qui a donné des anecdotes comme ça. Mais des anecdotes personnelles, il y en a peut-être trop et ça suffit comme anecdote, je crois. Il y a aussi le film de Charles Najman, Une étrange cathédrale dans la Grèce des ténèbres, où d'ailleurs les plus grandes scènes du film se déroulent dans les ruines de la cathédrale de Port-au-Prince, où on voit Franck qui parle de vaudou, l'injustice, de son pays, la désolation, la peine, la tristesse. C'est un film génial, hein? Et ce que j'aime dans ce film, c'est que Franck raconte son pays, raconte la misère, la désolation, la peine, l'injustice, mais aussi c'est une sorte d'autobiographie de la vie de Franck Etienne. Dans tous les sens, c'est vraiment un poème, ce film de Charlie Najman que j'ai bien connu, le regretter. Et en fait, j'ai vu le film au moment de la projection à la Focale à Port-au-Prince. Il y avait Franck et il y avait Dominique Batraville qui a joué dans le génial film de Charlie, Royal Bonbon. Ça se passe, si on peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire c'est un poème avec Franck, avec d'autres personnes dans les ruines de la cathédrale. Et je pense que c'est cette histoire de microcosme, macrocosme qui est beau dans ce texte parce que on est à l'intérieur d'un endroit spirituel et tout s'est effondré. Et il y a des personnes dehors qui chantent Jésus, mais Marie, etc., en voulant. Euh, c'est, il parle à l'au-delà et je crois que c'est la grande spiritualité de Franck. Euh, que ce chaos, cette destruction environnementale, politique, géopolitique en Haïti représente beaucoup le chaos du monde. Et, euh, et il est au-delà d'une spiritualité. Et Charlie Najman, c'était un juif. Et comme le beau film qu'il a fait sur sa mère, avec sa mère, Franck, il portait autour du cou, il avait le rail juif, il avait la croix chrétienne, il avait des signes de vaudou. Et pour lui, la spiritualité chrétienne était pour des personnes qui avaient besoin d'une bouée de sauvetage parce que pour lui, la vie est une souffrance. Et il faut pas se leurrer avec
spiritualité vaine que on va se sauver. Et c'est comme si la mort, c'est lui, il refusait la mort. Et je pense que c'est ça aussi, je pensais à un extrait de Melo Vivi, on voit la lucidité de cet homme qui souffrait de tout savoir de ce qui s'y passait sur la terre. Mais ce qu'il faisait là-dedans, il criait. Et il criait contre les injustices, il criait contre la misère. Et il se donnait le droit de crier, et d'une très belle façon. Hein. Je crois que c'est vrai, hein, c'est un poème, ce film. Et puis, il y aura aussi un prix sur Franck Etienne. Paraît-il, il paraît qu'on créera un prix littéraire de l'UNESCO. On verra les suites de ça. Mais c'est vrai qu'il y a un grand héritage. Il y a beaucoup de textes à relire. Et puis, on n'oublie pas les tableaux. Et j'espère que Marie-André pourra, je ne sais pas, en créer un musée. Elle vit dans cet espace et les conditions ne sont pas évidentes. Mais on lui doit beaucoup aussi. On pense beaucoup à Marie-André qui a aider à ce que cette œuvre puisse nous être offerte. Et puis bon, merci à Franck Etienne, comme il dit, merci à l'éternité. Merci Thomas Spire. Je vous remercie, Marc Sonnier. À bientôt pour le dernier épisode qui est une interview inédite qu'on a réalisée avec Franck Etienne quelques semaines avant sa mort. À bientôt.